Bienvenue, bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Télé Tchad. Vous le saviez que les membres du Présidium en charge de diriger les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont pris officiellement fonction hier. À cette occasion, le président du Présidium, Gali Ngoté Gata, a invité tous les participants à la sérénité et au respect mutuel afin de faire du dialogue national inclusif et souverain une réussite. Par la même occasion, il a procédé à la mise en place d'une commission ad hoc pour faire participer les différentes plateformes qui hésitent encore pour rejoindre le dialogue national inclusif. Mohamed Moussa Bamicheip. Lancés le 20 août dernier, les travaux du dialogue national inclusif et souverain avancent considérablement. La mise en place du présidium chargé de diriger les débats en est la preuve. Dès son installation, le présidium composé de 21 membres pose d'actes salutaires en faveur de la réussite de cette grand-messe attendue par tous les Tchadiens. À l'occasion de l'installation de son équipe, le président du présidium, Gali Ngoté Gata, a immédiatement pensé à la participation de tous à ce grand forum national, seul le remède aux maux qui minent l'évolution de ce pays. S'inscrivant dans cette logique, le président du présidium a songé à la mise en place d'une commission ad hoc investie d'une mission de convaincre les absents à ce dialogue à revenir y participer. C'est la raison pour laquelle Gali Ngoté Gata a accordé 2 jours à cette commission afin de mener les démarches nécessaires dans ce sens. Laquelle commission ad hoc composée des personnes ressources est attendue le 2 septembre 2022 pour déposer pas seulement son rapport, mais faire participer au dialogue qui commence les autres entités absentes depuis le début de ce rendez-vous de l'histoire. De toute évidence, l'appel de cette instance en charge de conduire les travaux du dialogue national inclusif et souverain envers tous les participants agrée le consentement de tous les Tchadiens qui n'aspirent qu'à la paix. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage commencé le 20 août dernier, le dialogue national inclusif et souverain est sur le bon chemin. Souvent, les débats sont tendus, mais la règle consensuelle basée sur la culture démocratique a toujours primé. À cela s'ajoute le patriotisme avéré des participants. Amadia Abbas. L'une des armes la plus puissantes pour permettre au pays de retrouver une paix définitive reste et demeure le dialogue national inclusif et souverain. Ces grands rendez-vous de retrouvailles entre les fils d'une même nation, lancés officiellement le 20 août dernier par le président du Conseil militaire de transition, est véritablement sur le bon chemin. La mise en place du présidium qui dirige l'homme politique, économiste et bilingue, Gali Ngoté Gata, vieux routier de la politique tchadienne, et le climat consensuel basé sur des règles démocratiques affichées par les participants dans la salle illustrent sans nul doute que l'intérêt supérieur de la nation a pris le dessus sur l'intérêt personnel de certains participants. Du coup, l'agenda caché de ceux-là qui veulent à tout prix torpiller les travaux de ces assises de l'histoire a été voué à l'échec. Le dialogue national inclusif et souverain ne peut réussir que grâce aux contributions désintéressées et sincères de tous les Tchadiens. Aussi, tous ceux qui veulent zapper sa réussite sont appelés à revenir à des meilleurs sentiments pour apporter leur expertise afin de cimenter l'unité nationale. Le Tchad et le Tchadien ont besoin d'eux pour la refondation d'un État véritablement réconcilié avec ses propres fils. Nous espérons également que la main tendue par le président du Présidium, au nom de la plénière aux frères qui, pour l'instant, boudent le dialogue, sera saisie. Cet appel de cœur du président du Présidium est largement partagé par les participants. Et pour preuve, le climat qui s'est dégagé hier dans la salle de conférence en dit tout. En effet, après les premiers mots du nouveau président du Présidium, tout laisse à croire que malgré leurs divergences, les Tchadiens sont capables de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Le respect de l'autre, l'écoute attentive, la recherche effrénée de la justice et l'équité, la prise de décisions qui agrée l'assentiment de tous, fondement, la sagesse, doivent continuer à guider les pas du Présidium pour susciter le consensus tant attendu, gage du succès de ces travaux. Il va sans dire que la sagesse est une vertu qui est sans limite.
c'est une force morale et spirituelle à laquelle le temps qui passe n'apporte plus que de vigueur et de puissance féconde. Le comportement exemplaire, la sagesse et l'amour de la mère patrie dont on fait montre hier les participants sont des conditions nécessaires et suffisantes à la réussite de ces dialogues sur lesquels tout le peuple tchadien place son espoir pour rompre définitivement avec la guerre et se lancer sur la voie du développement. Que Dieu bénisse le Tchad. Matoya Abbas, vous le saviez également que les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont été suspendus pour 48 heures afin de permettre à la commission ad hoc d'aller vers ceux-là qui refusent de prendre part à cette rencontre pour discuter des problèmes du pays. Qu'en pensent les concitoyens à ce propos? Suivez leur réaction. En tant que citoyen, j'apprécie à sa juste valeur cette décision parce que c'est une manière de donner l'occasion aux autres qui ne sont pas avec la plénière de revenir pour continuer ensemble pour résoudre nos problèmes. Donc c'est un bon signe, c'est une décision vraiment responsable, mais il faut qu'il y ait un peu de la sincérité dans tout ce que nous faisons pour pouvoir régler nos problèmes. On leur a donné une mission, c'est d'aller négocier, c'est d'aller ramener nos participants. C'est une bonne chose. Il faut toujours qu'il y ait des négociateurs, il faut toujours qu'il y ait des facilitateurs. Et je suis tout à fait d'accord, sauf que le temps est peu. En 2 jours, on ne peut pas. Si tout ce temps, depuis Doha, depuis les préparations, les gens n'ont pas adhéré, ce n'est pas en 2 jours qu'ils vont pouvoir adhérer. Donc le temps imparti pour les négociations est très peu, à mon avis. Nous voulons entendre entre nous, les Tchadiens. On va faire notre Tchad, notre avenir. Participer au dialogue, c'est un devoir pour un citoyen. Si aujourd'hui, ils ont engagé, si quelqu'un a participé au dialogue national inclusif, il écoute et il pose des questions. Mais s'il n'a pas participé, qui va lui envoyer ce que les gens sont en train de faire? Ou qu'on doit libérer notre pays de cette crise et le pays a besoin d'un voie de développement. Ce qui est important par rapport à moi, c'est l'unité nationale. Et le seul processus qui doit réunir les Tchadiens, c'est le dialogue national. Le fait de résister, de rester à la maison, ne pas venir participer, n'est pas une solution. La solution, c'est l'union. On dit l'union fait la force. On doit oublier la haine, les déchirures, et puis s'accepter, et puis venir dialoguer, trouver un compromis afin qu'on doit cheminer le Tchad vers le progrès, comme d'autres pays, quoi. Voilà ce qui est de la réaction des concitoyens. Quelques participants se sont prononcés hier au sortir de la plénière sur la mission de la commission ad hoc. Suivez. Nous sommes là pour dialoguer et bâtir un Tchad d'avenir et de demain. Et nous voudrions, avec cette suspension, de pouvoir vraiment intégrer tous les Tchadiens pour que vraiment nous dialoguons dans la sincérité, dans la compréhension, dans un langage conciliant pour nous permettre d'asseoir vraiment un Tchad de paix, un Tchad franchement solide sur une fondation d'un bâtiment qui peut vivre facilement 100 ans. Et s'il faut faire cela, il faut qu'il y ait quand même la contribution de tout un chacun et qu'il y ait quand même la compréhension de tout un chacun pour que nos idées convergent, pour nous permettre d'enterrer la hache de guerre. Parce que nous, Tchadiens, notre sensibilité, c'est vraiment l'humiliation, la non-considération. C'est ça la sensibilité tchadienne. Nous, les femmes, là, on a dit que nous, on ne va pas quitter la salle. Depuis que les gens font de bruit, là, nous, les femmes, là, on a dit on va rester. Parce que le moment où jamais de s'exprimer. Les zones rurales sont oubliées. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur le terrain. Et ces femmes-là, chaque région rurale est venue ici dans la salle. C'est pour parler de leur province. Laissez-nous parler, allons au bout. Et maintenant, on demande à ce que Dieu nous aide vraiment. Ce comité ad hoc également a la mission de se rapprocher des Tchadiens qui ne sont pas dans la salle, notamment ceux qui sont à l'intérieur ou même en dehors de ce pays, pour qu'ils s'adjoignent à ce dialogue national, pour qu'il ait son caractère inclusif plus que jamais. Voilà donc un peu ce
2 jours permettra au Présidium de faire ce travail de mise en place de ce comité. Et ce comité est noble pour essayer de donner un cachet plus particulier au dialogue national inclusif en ramenant ceux qui sont en dehors de nous. Et c'est effectivement un peu le besoin de tous les Tchadiens. On veut bien qu'après ce dialogue national inclusif souverain, il n'y ait plus jamais de mécontents tchadiens et que nous jetterons des bases nouvelles du développement de ce pays. La question de désigner un comité ad hoc qui va aller rencontrer les personnes encore qui ont des doutes à vouloir participer à ce dialogue. Donc cette médiation dans les 2 jours, nous l'attendons vivement afin que tous ceux qui ne veulent pas prendre part reviennent à la raison et que la politique de la chaise vide ne paye pas. Il faudrait qu'on décide ensemble. Parce que sinon, demain, cette décision qui va sortir de ces assises-là risque de s'appliquer à eux. Donc le mieux, c'est de revenir ici sur le terrain afin que des décisions et recommandations sortent et vivement que le Tchad aille de l'avant, le régalien et le quotidien reviennent dans notre pays. Le rôle du carillonneur attribué aux représentants de la jeunesse au présidium du dialogue national inclusif a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Plus que le rôle, un des participants à ce dialogue national inclusif demande le changement de l'appellation de carillonneur. Suivez. Le terme carillonneur est un terme du Moyen-Âge. C'est dans les assemblées de la Grèce antique qu'on appelait les gens carillonneurs. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022, appeler une jeunesse carillonneur, c'est de se moquer de cette jeunesse-là. Moi, je pense qu'il faut changer juste la sémantique, dire que ce sont des ingénieurs, des disciplines dans la salle, ou bien des assesseurs, comme ça peut nous calmer. Mais désigner toute une jeunesse comme des représentants juste simples carillonneurs, ça ne passe pas. Dialogue national inclusif toujours, le président de l'Association des jeunes pour l'animation et le développement rural, une association affiliée à la coalition Wakit Tama qui ne prend pas part aux assises du dialogue national inclusif. À travers une conférence de presse, Liba Rodrigue Choqué s'engage à participer au dialogue national inclusif et souverain. Varelaj Dongstan. Souvent présents dans les rues pour participer aux manifestations, ces jeunes décident de mettre un terme. Ils ont tous un regard tourné vers la réussite du dialogue national inclusif et souverain en cours. Pour le président de l'Association des jeunes pour l'animation et le développement rural, affilié à la coalition Wakit Tama, l'avenir du Tchad qui se dessine à travers la tenue de ce dialogue national ne doit laisser indifférent. Le dialogue reste la seule voie pour éviter de dire ce que nous disons souvent dans la rue. C'est pour nous, nous avions décidé de participer afin d'apporter notre contribution à la construction de notre pays, car c'est notre pays et il nous appartient à nous tous, notre futur et le futur de nos progénitures. Cette position prise a suscité des réactions. La presse s'est interrogée pourquoi leur adhésion à la dernière minute. À ces préoccupations, la réponse du président de cette organisation de la société civile, Demba Rodrigue Choqué, est claire. Selon lui, le Tchad est un héritage commun. Le Tchad est notre patrimoine commun. Il n'est pas question de rater le train de l'histoire et laisser les autres décider à notre place. Expressément, certains Tchadiens souhaitent nous laisser sur le tapis et décider de notre avenir sans nous. Le Tchad compte plus de 15 millions d'habitants et dont plus de 9 millions constitués de jeunes, fers de lance de ce pays. Ces jeunes de conclure que leur participation au dialogue national inclusif et souverain vise à privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment de l'intérêt personnel. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition, le Conseil national des pétroliers suit de près la marche irréversible entamée par le Conseil militaire de transition pour réconcilier les fils du Tchad à travers un dialogue national inclusif et souverain dont les travaux ont été officiellement lancés le 20 août 2022 à N'Djamena. C'est pourquoi le CNP appelle tous les acteurs à la responsabilité et à la conscience collective pour ne privilégier que l'intérêt supérieur du peuple tchadien pour un Tchad pacifié économiquement
fiable, viable et vivable. À ceux qui hésitent encore à participer à cette rencontre historique, le CNP les exhorte à se joindre aux autres compatriotes pour tracer ensemble ce Tchad de demain voulu par tous. N'Djamena, le 31 août 2022, pour le président du CNP, Brahim Mahamat Haroun. Internet est cet outil puissant et nécessaire qui nous fournit des informations utiles au bout de doigts. Aujourd'hui, que ce soit en politique, économie, sport, culture et autres divertissements, l'Internet est pratiquement incontournable. Pour en savoir plus sur les géants du numérique, quels sont donc les réseaux sociaux et leur importance, suivez le reportage de Thomas Ousmane Diali. Voyager à travers le monde en tout temps et tout lieu, un pari gagné par les dieux de la technologie. Les réseaux sociaux, ces outils de communication qui ont révolutionné l'usage de l'Internet, sont désormais presque incontournables dans le quotidien de tout un chacun. Par la magie de ces sites Internet, au rang desquels Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, TikTok, Google, le besoin d'accéder aux actualités se trouve au bout des doigts. L'utilisateur a à la portée de main le monde dans ses diversités. À travers Internet, l'on peut s'informer, se divertir, faire des commerces électroniques et surtout se brasser selon les différentes cultures. Ces géants du numérique donnent à la liberté d'expression tout son sens, car l'on peut publier des photos et vidéos, faire des commentaires, avoir des opinions sur des sujets aussi riches que variés. Bref, Internet facilite la communication et l'interaction entre les humains. Un jeune aujourd'hui ne peut être instruit qu'à travers les réseaux sociaux qui sont un champ de recherche entre amis, entre groupes de famille. Donc c'est pour dire que c'est un carrefour d'échange qui normalement devrait être extrêmement fructueux parce que les réseaux sociaux c'est un trésor. C'est des connaissances virtuelles que les jeunes qui aspirent aujourd'hui à des connaissances virtuelles ne peuvent être en marche. La large utilisation des smartphones a permis d'utiliser Internet plus fréquemment et de manière plus pratique. C'est ce qui explique les statistiques de l'Union internationale des télécommunications qui chiffre une estimation de 4,9 milliards de personnes connectées à Internet en 2021. Une flambée qui n'est pas sans conséquence dans le monde en pleine mutation. Malheureusement, nous constatons ces derniers temps que ces réseaux sociaux qui normalement devraient être un carrefour de sociabilité, d'humanité, de cohésion sociale, de brassage entre les gens est sorti extrêmement de son cadre. Des propos qui portent atteinte, des propos qui touchent à l'intégrité de la vie privée sont extrêmement punis par le code pénal, qui, dans l'une de ces dispositions que je n'ai pas de lien, peut punir de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme. Face à ces algorithmes accusés d'avoir une dépendance aux réseaux sociaux et d'attiser la haine en ligne et autres dérives de ces genres, les religieux donnent des conseils de régulation pour protéger les utilisateurs contre tout abus. Il ne faut pas dire des injures ou injurer les autres, insulter les autres ou attaquer des communautés. Il faut utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens. En tant que croyant, et vous êtes croyant, et vous êtes observé par Allah, et vous avez à côté de vous les anges que vous les connaissez bien, appelés Raqib Atid, qui relèvent et qui écrivent tous vos actes. Si l'accès à Internet semble désormais une évidence développée à travers le monde, il est important de se concentrer sur son utilisation de façon sécuritaire, légale et éthique pour en tirer le plus grand profit. Tout à fait autre chose à présent. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Abderrahim Awad Atib, a présidé une journée scientifique dans le cadre de la redynamisation des activités de l'Institut de recherche en élevage pour le développement et de la sensibilisation du public sur les maladies animales émergentes et réémergentes telles que la peste des petits ruminants au Tchad. Ali Ibrahim Suleiman. Avec plus de 85 millions de têtes de petits ruminants, le secteur de l'élevage tchadien occupe une place de choix pour la contribution d'une économie forte et diversifiée. La peste des petits ruminants est la cause première des pertes dans l'élevage des petits ruminants au Tchad. L'éradication de cette maladie virale préoccupe à plus d'un titre le ministère de l'élevage et des productions animales ainsi que ses partenaires. C'est pourquoi
La journée scientifique est organisée par l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRET pour élaborer un plan d'éradication de cette maladie virale. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Abderrahim Awad Attayib, appelle à la contribution des techniciens des services vétérinaires pour la vaccination et l'alimentation des bétails. Notre présence parmi vous aujourd'hui marque l'intérêt que porte le gouvernement à cette institution et à la recherche scientifique qui devrait guider les politiques publiques en développement rural. Parmi les missions de l'Institut de recherche en élevage pour le développement figure en premier lieu la recherche scientifique et technique pour la conservation, le développement, l'amélioration du cheptel national et la valorisation de ses produits. Pour le directeur général des services vétérinaires, Dr Abakar Mohamed Nour Malay, avec 11 millions de doses de vaccins disponibles pour l'année en cours, l'éradication de cette peste est envisageable vu son caractère de gratuité et d'obligation de vacciner les petits ruminants au Tchad. Car les animaux infectés peuvent mourir dans les 5 à 10 jours après l'apparition de la fièvre. La stratégie nationale de contrôle et d'éradication des petits ruminants est adoptée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel à l'horizon 2027. Relativement à l'état d'avancement du traitement salarial des magistrats et la suspension de salaire des magistrats, les deux syndicats des magistrats appellent à une assemblée générale le 5 septembre prochain. À la suite de cette annonce, la tutelle trouve que cette décision est trop prématurée puisqu'une démarche est entreprise pour l'aboutissement de ce projet. Ali Mahamat Bello. Voici le communiqué de presse conjoint des deux syndicats des magistrats, le SMT et le SIAMAT, qui annoncent une assemblée générale extraordinaire le lundi 5 septembre avec pour ordre du jour l'état d'avancement du traitement salarial des magistrats et la suspension des salaires des magistrats. Sauf que pour le ministère des tutelles, cette assemblée générale est trop prématurée. En ce qui concerne donc les points d'indice, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a mis en place par arrêté numéro 262 du 28 juillet une commission à l'effet donc de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'il faut examiner ces différents points. Il était question donc principalement donc de revoir les indemnités dues aux magistrats. La commission s'est réunie donc successivement les 9 et 12 août et les propositions ont été faites à l'attention donc du garde des Sceaux. Après échange avec le garde des Sceaux, il a été décidé donc d'associer donc le ministère des Finances. Le 29 août, nous avions saisi le secrétariat général du ministère des Finances en concertation avec les deux syndicats pour fixer une réunion qui aura lieu donc demain jeudi 1er septembre à l'effet d'examiner donc ce projet tel que souhaité par les deux syndicats. Nous sommes un peu surpris que le syndicat n'ait pas attendu déjà que la rencontre ait et qu'il ait convoqué déjà une assemblée générale pour discuter donc de la suite. Le deuxième point de revendication porte sur la suspension des salaires des magistrats. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est la contrepartie d'un travail effectif et accompli. Mais on ne peut pas, l'État ne peut pas verser des millions chaque mois pour des personnes qui refusent de regagner leur poste parce que pour eux, leur place c'est en N'Djamena. Une réunion est prévue ce 1er septembre et qui va regrouper les responsables des syndicats, les membres de la commission et le ministère des Finances. Et c'est justement pour aboutir à une conclusion satisfaisante. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Entrepreneuriat a organisé une conférence débat pour discuter de la solidarité intergénérationnelle. Pour en savoir plus, voici le compte rendu de Innocent Kilayo. Sur la table pour animer cette conférence débat qui a pour thème solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges, il y a 4 panélistes. Chacun a animé un sous-thème, tel que le rôle de la jeunesse dans la société, les violences basées sur les genres ainsi que les inégalités sociales. L'école est un lieu de brassage. Aujourd'hui, chez nous, l'école devient un lieu de crime. Il y a des problèmes entre parents et enfants. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas subvenir aux besoins des enfants, mais les enfants quittent. Des sujets qui ont permis aux jeunes réunis dans cette salle de connaître les difficultés dont ils sont confrontés quotidiennement. Pour le directeur adjoint des activités socio-éducatives du ministère de la Jeunesse,
Cette conférence débat vise un objectif précis. Vous avez compris aujourd'hui que les aînés et les jeunes sont dans une dynamique de créer une synergie séculaire pour le transfert de compétences, de transfert de tout ce qu'il y a comme vécu depuis le soleil des indépendances. Les échanges autour de ces sous-thèmes ont permis aux participants d'approfondir leurs connaissances sur le thème central, la solidarité intergénérationnelle. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad organise un atelier sur la prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violations des droits de l'homme, y compris des actes de torture et de violences basées sur le genre. Prennent part à ces assises les experts de la Commission nationale des droits de l'homme, des officiers de la police judiciaire, les représentants de la Maison nationale de la femme, ainsi que ceux des organisations de la société civile. Togianouba Garcetti Aimé, reportage. Cet atelier vise à renforcer la protection des victimes des violations des droits de l'homme, des victimes de torture et des violences sexuelles ainsi que des violences basées sur le genre. Ceci s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux forces de sécurité intérieure. Vous devez vous assurer que votre institution a une valeur ajoutée à apporter dans ce domaine, en raison de ses caractéristiques et expériences propres et au regard du cadre d'analyse et de perspectives qu'elle propose, suivant une approche fondée sur les droits. Pour la secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Moudalbaï Apolline, son institution constitue un levier en matière de lutte contre l'impunité et la réparation en faveur des victimes. Dans cette rubrique, il me plaira de relever la mise en place progressive des One-Stop Centers au sein de certaines structures hospitalières de la ville de N'Djamena, dans le cadre d'une synergie d'action entre le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance et certaines agences du système des Nations Unies au Tchad. La secrétaire générale du ministère de la Femme, Moudalbaï Apolline, réitère la disponibilité de son département ministériel à poursuivre cette initiative visant la promotion et la protection des droits de l'homme. Moudalbaï Apolline de renchérir que les questions des droits de l'homme concernent tout le monde. Rendons-nous à Mao où les fortes pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Notre reporter Oumar Mahamat Warou, il est sur place, il a fait le tour de la ville. Voici son témoignage. Les dégâts causés par les pluies tombées sur la ville de Mao sont considérables. 5 pertes en vies humaines, des maisons écroulées, des constructions entières transformées en lacs et abandonnées, des quartiers entiers menacés par les ravins. Tel est le triste bilan des précipitations enregistrées à Mao au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août. En effet, 425,5 mm de pluie sont tombées sur Mao en 20 jours. Ces précipitations dépassent de loin celles des années précédentes durant la même période. Leur rythme est exceptionnel, a indiqué le chef secteur Anader du Kanem, Ahmad Kaboul. Selon lui, la structure du sol de la province ne peut pas supporter une telle pluviométrie. Les sinistrés ont tout perdu et sont à la merci des intempéries. Le maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, et le deuxième maire adjoint, Mamad Lamine, ont fait le tour de la ville pour constater de visu des dégâts. Pour le maire, les sinistrés ont droit à des aides d'urgence. Nos sentiments sont des sentiments de désolation. Nous demandons au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté de nous aider. Dans certains quartiers, l'érosion hydrique et éolienne menace dangereusement les habitations. La station provinciale de la Société tchadienne des eaux de Mao est dans la ligne des mire des érosions. En vue d'arrêter l'avancée des ravins, les opérateurs économiques de Mao appuient la commune. Mais les moyens déployés restent insuffisants au regard de l'ampleur de dégradation. Nous sommes à présent dans le Moyen Chari où le pont sur le fleuve Barco dans la sous-préfecture
de Balimba est en état de dégradation suite au violent ruissellement des eaux. Constat avec Yana Lucien. Cette dégradation est la conséquence des violents ruissellements des eaux du fleuve Barco qui tend à déborder de son lit. Les dalles posées de part et d'autre en appui au pied de ce pont sont ôtées ou brisées par la force du ruissellement, laissant apparaître la terre battue. Ces violents ruissellements continuent à creuser les pieds de ce pont du jour au lendemain. Le sous-préfet de Balimba, Gewe Ahmad, tout en déplorant la situation, lance un appel au secours à l'endroit des autorités compétentes pour pallier ces problèmes. Selon lui, le pont est une infrastructure indispensable au développement. À noter que les usagers y continuent à circuler en vaguant à leurs occupations quotidiennes. L'endroit devient un site touristique qui attire les passagers. L'on ne peut y passer sans s'arrêter pour observer la scène. C'est la fin de ce journal. Merci de votre très bien aimable attention. Restez sur Télé Tchad. Avant, le centre-ville était bien animé. Maintenant, les gens, plus ou moins, tendent vers les périphéries. Donc les gens, généralement, ont tendance à partir dans les coins les moins concentrés. Et donc, en termes mathématiques, on peut dire que c'est l'inverse du gradient.